Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Oser être soi, le podcast où l'on parle sans filtre de ce qui nous traverse, de ce qui nous construit et de comment cheminer vers une vie plus épanouie pour enfin oser être soi sans s'excuser. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Clémence. À travers son témoignage, Clémence nous partage son rapport à sa famille, ses blessures, les traumatismes qui peuvent parfois se transmettre de génération en génération et l'impact qu'a eu le divorce de ses parents sur sa vision de l'amour et des relations. On parle aussi de dépendance affective, notamment dans les relations amicales, et de ce chemin parfois difficile vers l'indépendance émotionnelle. Clémence raconte comment le voyage l'a confrontée à la solitude pour la première fois à 28 ans, mais aussi comment il lui a permis, peu à peu, d'apprendre à se connaître, à apprivoiser sa propre présence et à reconstruire sa relation à elle-même. Dans cet épisode, je tiens à faire un trigger warning puisque nous abordons en détail les troubles du comportement alimentaire. Clémence en souffre depuis l'âge de 14 ans et elle partage avec beaucoup de sincérité la manière dont ces troubles impactent son quotidien, sa relation à son corps, mais aussi les conséquences que cela peut avoir sur son entourage et les dommages collatéraux que cela entraîne. À travers son témoignage, on parle de guérison, de compréhension de soi, du rapport au corps et à l'esprit, et du chemin parfois long mais précieux qui consiste à apprendre à être bien avec soi-même. Cette discussion a été particulièrement longue et riche, j'ai donc décidé de scinder l'épisode en 2 parties. Vous écoutez aujourd'hui la première partie et la seconde sera disponible dès la semaine prochaine. Si le podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et à me laisser 5 étoiles sur Spotify ainsi qu'un petit commentaire. Cela aide énormément le podcast à se faire connaître et permet à ces témoignages précieux de toucher plus de personnes. Merci infiniment à Clémence d'avoir accepté de partager son histoire avec autant de sincérité et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Clémence, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode. La première question que je pose à tous mes invités, c'est peux-tu te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Bonjour à tous, bonjour Chana et merci pour ton invitation. Je m'appelle Clémence, je suis belge, pas française. Je m'excuse déjà s'il y a des mots qui vont être un peu différents pour vous les Français. On adore les Belges. Et j'ai 28 ans. Ouais. Je suis en Australie depuis bientôt 1 an maintenant. Dans 2 semaines, ça fera 1 an. Je me suis découverte une passion pour le voyage depuis que je suis ici. J'ai toujours beaucoup voyagé, mais en vacances. Okay. Et c'était ici mon premier gros challenge de voyager seule. Toute seule, ok. Alors, du coup, j'aimerais revenir sur ton parcours. Donc déjà, pour commencer, ton enfance. Oui. Quel genre de petite fille tu étais ? Est-ce que tu aimais l'école ? Comment était ta relation avec tes parents ? Voilà, comment t'as grandi un petit peu ? Alors, je vais certainement être beaucoup amenée à parler de ma famille au terme de ce podcast. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très famille. Ça n'a pas toujours été le cas. On va, à mon avis, pouvoir développer ça durant le podcast. Mais c'est vrai que maintenant, ma famille, c'est vraiment ma source principale. J'ai une famille très aimante, des parents qui sont divorcés quand j'avais l'âge de 3 ans. D'accord. J'ai un grand frère du première union de mes parents, un grand frère qui a 30 ans, donc on a 2 ans et demi d'intervalle, avec qui j'ai aujourd'hui une très belle relation. Et alors, du remariage de mon papa, j'ai des petits frères jumeaux qui ont maintenant 13 ans. Et c'est fou parce que j'ai toujours beaucoup aimé la jante masculine et j'ai eu la chance d'être entourée de 3 frères. Et je pense que ça aurait été très compliqué pour moi d'avoir une petite sœur. Je suis très contente d'être la seule et unique fille de mon papa. D'accord. Et pourquoi, si je peux demander ? Je pense que j'aurais... alors, c'est vraiment un sentiment, mais je pense que j'aurais eu du mal à supporter que mon papa ait une relation avec une autre petite fille que moi. Intéressant. Et donc, je me suis un peu écartée de ta question, mais pour revenir à mon enfance, donc on a été principalement éduqués par ma maman. Mon papa était relativement absent de par son travail. Donc, il avait un travail à l'international. Il a toujours énormément voyagé.
Moi, c'est quelque chose que j'ai pas énormément ressenti, mais en grandissant, c'est un discours que ma maman nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup transmis. L'absence de mon papa à la maison. Et puis, donc, il y a eu le divorce de mes parents. Moi, j'étais relativement jeune. C'est bien plus tard que j'ai compris à quel point j'avais été impactée par ce divorce. Mais j'ai l'impression que durant mon enfance, je n'ai jamais été réellement touchée. Là où on peut faire la comparaison avec mon grand frère, qui lui a été vraiment très, très touché par la séparation de mes parents. Je pense qu'il s'en souvient mieux que moi. Je pense que c'est quelque chose qui l'a beaucoup plus marqué que moi. C'est vrai que moi, j'ai eu la sensation de moins mal le vivre. Et alors, ce qui a été aussi relativement compliqué, c'est que mon papa s'est directement remis en couple avec ma belle-mère, qui est toujours ma belle-mère à l'heure actuelle, donc avec qui il a refait mes petits frères. Donc, c'est une relation qui dure depuis 25 ans maintenant. L'une des plus grosses tristesses, je pense, dans notre famille, c'est que ma maman n'ait jamais réussi à reconstruire sa vie après le divorce. Elle a été presque seule depuis maintenant 25 ans, là où mon papa, lui, a reconstruit sa vie. Et je pense qu'on sera amené à en parler plus tard, mais c'est quelque chose qui nous a été qu'on a beaucoup entendu en grandissant. Je pense que les discours qu'on a entendus aussi de tout l'entourage familial ont constitué une peine aussi dans laquelle on a évolué, en fait. Et dans laquelle, indéniablement, un enfant s'imprègne très fort du discours de ses parents. C'est sûr. En grandissant, c'est fou, tu portes un peu la peine de tes parents aussi sur tes épaules. Totalement. Ma maman l'a beaucoup manifesté, on s'en rend compte. Et, à contrario, ma maman est le plus précieux cadeau de ma vie. Je vais certainement en parler beaucoup. C'est ma meilleure amie, c'est toute ma vie, c'est mon exemple. Mais elle a choisi un chemin de vie où elle a dédié sa vie à ses enfants. Et aujourd'hui, c'est fou parce que je la remercie, parce que je peux en tirer du positif et du négatif, à savoir que je me démarque beaucoup d'elle maintenant parce que je sais que je ne construirai jamais ma vie pour mes enfants. Mais elle m'a montré à quel point j'avais envie de me démarquer un peu d'elle et devenir beaucoup plus indépendante et beaucoup plus femme. Être une femme avant d'être une mère, là où ma maman a toujours été maman avant d'être femme. Ouais, c'est très beau ce que tu dis. Et c'est très vrai. Parfois, c'est ça, on essaye soit de refaire exactement le même schéma, soit de faire l'opposé. Je m'inspire énormément des gens qui m'entourent et maintenant, dans mon évolution, et je ne juge jamais personne. Vraiment, j'essaye d'être le plus neutre possible et de tirer juste des enseignements de mon propre parcours et des gens qui me sont chers. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup d'enfants qui critiquent leurs parents, mais qui reproduisent exactement la même chose. Et c'est très compliqué de se démarquer d'une imprégnation familiale. Du coup, pour juste revenir sur ta question, j'ai eu une enfance très heureuse. J'étais une petite fille très joviale, très solaire, sociable. Je suis ultra sociable et j'ai besoin des personnes pour vivre et on en viendra aussi, mais je pense que j'ai un peu développé une certaine dépendance affective aussi avec les années, mais certainement énormément blessée, mais je ne l'ai compris que plus tard, mais je ne l'ai jamais senti quand j'étais plus jeune. Ouais, forcément. Ouais. C'est quand on grandit que forcément il y a des choses qui émergent où on comprend plus de choses. Donc ça c'était la partie de ton enfance. Maintenant pour l'adolescence, est-ce que tu as eu une adolescence compliquée ou pas? Est-ce que tu as gardé des bonnes relations avec tes parents? Alors, j'ai été une adolescente plutôt rebelle, je dirais. Ça a commencé très jeune, vers 12 ans. À savoir que à ce moment-là, j'ai demandé ma garde alternée. Donc, ma relation avec ma maman était très conflictuelle. Je pense parce que j'ai toujours eu un problème avec les règles. Et donc, ma maman était quand même quelqu'un de relativement strict. Et donc, j'avais vraiment du mal avec son autorité. Chez papa, c'était la belle vie. Et donc, à 12 ans, j'ai demandé pour aller en garde alternée chez mon papa. Donc, à ce moment-là, je faisais plus un week-end sur 2. Je faisais une semaine. Et donc, j'étais toute seule. Mon frère, lui, restait majoritairement chez ma maman. Je pense que c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert aussi quand j'étais plus jeune. C'était donc post-divorce. Mon frère
s'est beaucoup rallié au camp de ma maman. Et ils étaient vraiment ultra, ultra soudés. Là où moi, je me sentais un peu plus en retrait. J'ai beaucoup souffert de cette relation très fusionnelle entre mon frère et ma maman, plus jeune. Là où je me sentais un peu mise à l'écart. Et donc, je pense que c'est un des grands facteurs avec, oui, mon refus de me plier à l'autorité de ma maman, qui a fait que j'ai demandé pour aller vivre plus souvent chez mon papa. Et donc, de nouveau, hein, chez papa, c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Moi, j'ai toujours eu une relation avec ma belle-mère. Je me suis toujours très bien entendue avec ma belle-mère, qui est en fait relativement plus jeune que mes parents, hein. Ma belle-mère a 14 ans de différence avec mon papa. Ah oui, plus jeune. Plus jeune. Ouais. Et ma maman est un peu plus âgée que mon papa, donc il y a quand même un vrai gap entre ma maman et ma belle-mère. Okay. Elles ont, je pense, 25 ans d'écart. Ah oui, d'accord. Peut-être un peu moins, 20 ans d'écart. Et donc, c'est vrai qu'en fait, avec belle-maman, c'est la première femme qui m'a mis du vernis, je pouvais me maquiller. Oui. En fait, chez papa, tout paraissait plus simple. Papa n'était pas une vraie figure d'autorité. Et Mélanie, ma belle-mère, a toujours eu une place très importante dans ma vie. Elle a toujours eu un rôle très important, mais elle a toujours dit « Vous n'êtes pas mes enfants, donc ce n'est pas à moi à faire votre éducation, mais vous vivez sous mon toit, donc vous respectez mes règles. » Et en fait, c'est fou parce que maintenant, je le vois très bien avec mes petits frères. Maintenant qu'elle est vraiment dans un rôle de maman. Parce que du coup, maintenant, elle est mère de jumeaux. C'est ça, de jumeaux qui ont 13 ans. Et alors, c'est fou parce qu'en fait, elles se ressemblent beaucoup, ma maman et ma belle-mère, avec un papa qui est toujours très bourreau de travail, donc moins disponible et beaucoup plus laxiste. Et ce que tu disais tout à l'heure, parce que le son a coupé, c'est que du coup ton père, pour bien réexpliquer, il n'avait pas vraiment une figure d'autorité parentale, c'était plus pour passer des bons moments, mais pas pour l'éducation. Exactement. Et ça, t'en as souffert du coup de ce côté-là? Oui, je pense que j'ai terriblement manqué d'une figure paternelle dans ma construction. Et mon grand frère aussi. La seule différence à l'heure actuelle avec les jumeaux, c'est qu'ils vivent sous le même toit. Donc papa, même s'il est moins présent en termes d'éducation, il est quand même là physiquement tous les jours. Que nous, au-delà du fait qu'il voyageait, maintenant il voyage beaucoup moins parce qu'il travaille maintenant ici en Belgique. À l'époque, il travaillait pour une société, quand il était avec ma maman et au début avec ma belle-mère, il travaillait pour une société américaine, donc il était vraiment très souvent en déplacement. Et donc nous, en plus du manque d'éducation, on n'avait pas la présence physique non plus. Donc, tu disais aussi que ta mère, elle a beaucoup souffert du fait que c'est elle qui portait toute l'éducation sur ses épaules. Oui. Et comment elle verbalise maintenant, des années plus tard? Est-ce qu'elle vous en parle? Tout à fait. Elle a porté l'éducation de 2 enfants entièrement sur ses épaules. Est-ce qu'elle avait un soutien psychologique? Est-ce que c'est quelque chose dont vous parliez à l'époque? Elle l'a toujours manifesté, donc elle a toujours revendiqué ses pensées face au divorce, face à mon papa, face à l'absence de mon papa. Donc c'est quelque chose dans lequel on a grandi et dans lequel on a bercé depuis très jeune. Elle a toujours exprimé oralement sa peine. Et donc, je pense que c'est indéniablement quelque chose que moi et mon frère, encore à l'heure actuelle, on a porté sur nos épaules. Et ça se produit encore maintenant. C'est quelque chose, je pense que ma maman ne s'est indéniablement jamais remise du divorce. Et à l'heure actuelle, c'est la plus grosse blessure de sa vie et je pense qu'elle n'en guérira jamais, malheureusement. Et c'est là où je me différencie beaucoup d'elle. Je pense qu'elle a demandé de l'aide. Hein. Je sais qu'elle a suivi des thérapies, mais ça, c'est assez curieux parce que ma maman et moi, on se dit tout. Mais c'est vrai que sur ces thérapies, elle est toujours restée très silencieuse. Elle est toujours restée très silencieuse. C'est quelque chose donc, si on lui pose pas des questions et si on va pas un peu creuser, c'est quelque chose qu'elle n'exprime pas facilement. Parce que c'est tabou ou parce que juste c'est son jardin secret? Je pense que ça fait partie de son. Je pense que ça fait partie de son jardin secret. Ouais, c'est normal. Je pense que ça fait vraiment partie de son jardin secret. C'est sa vie de couple aussi qui est tout à fait. N'a rien à voir avec les enfants. Exactement. Et je pense que c'est son côté aussi. Femme qui a été énormément touchée et indéniablement sa plus grosse blessure. Et je l'entends tout à fait. Son mari
l'a quitté pour une femme plus jeune, 15 ans plus jeune. Ouais, c'est pas rien. Et il a, en fait, face à l'échec de son propre divorce, mon papa a reconstruit sa vie et ça a très bien fonctionné, vu que ça fait 25 ans maintenant qu'il est avec ma belle-mère. Il a refait des enfants. Donc, je pense que c'est la blessure d'un divorce qui n'a pas fonctionné. C'est plus sa part de femme qui a été touchée, au-delà de sa part de maman. Totalement. Parce que son rôle de maman, elle a vraiment excellé là-dedans et elle excelle toujours. Mais c'est indéniablement une blessure qu'elle n'a jamais guérie et qui est toujours présente à l'heure actuelle. J'ai la chance d'avoir des parents qui s'entendent très bien, mais ma maman, encore maintenant, a des discours de femme qui a été abandonnée. Ouais, je comprends. Et justement, tout cet environnement que toi, tu as ressenti en tant qu'enfant et en grandissant en tant que femme aujourd'hui, forcément, est-ce que les blessures de ta maman ont un impact sur toi, ta vision de l'homme, ta vision dans les relations amoureuses, sur l'amour? Est-ce que tu fais confiance facilement? Très honnêtement, je n'ai pas la sensation que ça ait eu une incidence sur ma vision de l'homme, ni le divorce de mes parents, ni l'absence de mon papa. J'ai une vision de l'homme très correcte et je suis une amoureuse de l'amour et je crois vraiment au prince charmant. J'y crois dur comme fer. Et c'est-à-dire le prince charmant, ça m'intéresse. Je trouve qu'on vit dans une ère très compliquée, avec les réseaux sociaux, etc. Je trouve que les interactions sociales maintenant ont vraiment énormément changé. On se déleste du réel pour passer de plus en plus au superficiel et à l'interact d'un écran, ce que moi j'ai vraiment du mal avec ça. Quoique maintenant on voyage, merci nos téléphones et merci aux applications d'exister. Il y a aussi des points positifs. Mais oui, moi je suis vraiment une adepte du réel. C'est d'ailleurs pour ça que je ne me suis jamais inscrite sur une application de rencontre. Tout le monde me pousse à le faire, mais démarrer une discussion avec quelqu'un via un réseau social, c'est quelque chose pour moi, c'est rédhibitoire. Ah ouais? Et les applications de rencontre, t'aimes pas non plus? Je ne m'y suis jamais mise et je pense que tant qu'une copine ne prendra pas mon téléphone et ne m'inscrira pas dessus, je ne le ferai jamais de mon plein gré. Je me rends compte qu'on est dans une société où on ose de moins en moins. Et il y a un livre qui m'a vraiment beaucoup transcendée, c'est Les 4 accords Toltec. Il y en a un qui dit: ne faites pas de suppositions. Et c'est vrai qu'on suppose tout. On suppose tout. On se fait des films sur tout. On pense pour l'autre. Et en fait, il ne faut pas oublier que dans les relations, que ce soit professionnelles, amoureuses, familiales, amicales, il y a toujours 2 cerveaux pensants. Et on ne peut jamais anticiper ce que l'autre pense. Et maintenant, on a ce blocage et je me rends compte, je l'ai vécu ici il n'y a pas longtemps. J'ai eu un petit crush ici en Australie et j'ai été amenée à beaucoup communiquer par message. Et pour la première fois, on n'était pas au même endroit, donc on a vraiment énormément communiqué par message. Et je me suis découvert quelque chose où j'étais en train de vivre un petit truc à distance et par message, alors que moi, je suis vraiment une fan du face-to-face. Et en effet, et en fait, si je reprends cette histoire-là, on fait des suppositions. Surtout, on ne te répond pas après 24 heures, c'est que... C'est la panique. Oui, c'est... Et en fait, je me suis encore écartée de ta question, mais pour en revenir à ta question, moi, je veux maintenant vraiment quelque chose de facile et je crois que ça existe, vraiment quelque chose de facile où tu n'anticipes rien. Et je pense que c'est quelque chose qui se sent instinctivement. Totalement. Vraiment. Et ça, c'est vrai que en termes de relations ici, à l'étranger, alors tout est tellement plus intense, mais à contrario, moi, c'est un peu ce qui me manque depuis le début de mon voyage et on y reviendra, mais j'ai rarement été seule aussi. Mais j'ai été beaucoup accompagnée durant mon voyage, mais le manque de connexion. Alors, tout est très intense, mais ça dure un moment. Et donc, sur le long terme, ici, avoir une bande... J'ai pas de bande de potes, moi, ici. Plus. Et ça, c'est très compliqué. Ça te manque? Oui. Ça, c'est très compliqué. C'est vraiment la seule chose intense qui me manque, c'est vraiment ma famille et mes amis. Mais qu'est-ce que je donnerais tout pour pouvoir faire un souper avec mes copines, quoi.
J'ai plusieurs questions parce que du coup, pour revenir sur les relations amoureuses, Oui. tout à l'heure, tu as parlé de prince charmant, ça m'a interpellée parce que les petites filles sont beaucoup éduquées avec l'idée que quelqu'un un jour viendra les sauver, enfin, tu sais, dans les contes de fées, tout ça. C'est important de dire que l'homme parfait n'existe pas, personne C'est n'est vrai. parfait. Qu'est-ce que tu dirais justement à une jeune fille qui attend peut-être d'une relation qu'elle vienne la sauver ou que de quelqu'un qui vienne régler tous ses problèmes? Qu'est-ce que tu lui dirais? C'est fou que tu poses cette question-là parce que ces petites filles, c'était carrément moi. J'ai Qu'est-ce que tu toujours dirais? cru qu'un homme viendrait me sauver. Et par rapport aux difficultés que j'ai eues, j'ai toujours cru que si un jour je vivais une relation saine avec un homme, ça viendrait régler tous mes petits problèmes du quotidien. Ce que j'ai appris aujourd'hui et que je suis vraiment en train d'expérimenter chaque jour, c'est soit ta propre meilleure amie. On est seul, on meurt seul. Et ce que je suis vraiment en train de vivre pour le moment, c'est que j'essaye de me reconnecter vraiment énormément à moi-même. Et à cette petite fille, j'essayerai vraiment de lui enseigner que personne ne viendra la sauver et qu'on est son propre pilier dans sa vie et que tant que tu n'es pas bien avec toi-même, et je pense que c'est pour ça que ça fait si longtemps que je suis seule aussi, tant que tu n'es pas bien avec toi-même, je ne pense pas que tu puisses être bien avec quelqu'un. Et pour revenir sur la question des relations amoureuses, j'ai quand même eu la chance de vivre une très belle relation de 10 années. Elle a débuté à mes 14 ans jusqu'à mes 24 ans. Ah ouais. Toute ton adolescence. Toute mon adolescence, j'ai grandi aux côtés de quelqu'un. La fin, malheureusement, n'est pas belle. C'est devenu une relation tout à fait toxique. On a vraiment vécu 7 merveilleuses années. Et puis, au bout de la 7e année, ça a commencé vraiment à être les montagnes russes. Et en fait, c'est une relation dans laquelle j'ai jamais réussi vraiment à sortir. Okay. Je sors à peine la tête de l'eau. Ça fait combien de temps que t'es séparée? Donc, on s'est séparés ça va faire 3 ans maintenant, mais on est toujours restés en contact. Il ne m'a jamais vraiment laissé partir. Et j'ai toujours laissé toutes les portes ouvertes pour le laisser revenir aussi. D'accord. Mais ça a été à la fin complètement destructeur. Je pense que j'ai plus souffert de la relation qu'on a entretenue post-relation que dans la relation vraiment en elle-même. Parce que vous n'avez pas coupé... Non, on n'a jamais coupé les ponts. Ouais. Pour la première fois de ma vie, maintenant, je me sentirais capable d'être amie avec lui parce que maintenant, il n'y a plus de haine. Mais jusqu'il n'y a pas longtemps... J'ai cru que tu allais dire il n'y a plus d'amour. Je pense que je l'aimerais toute ma vie parce que je fais une différence entre être amoureuse et aimer quelqu'un. C'est quand même quelqu'un qui a fait partie intégrante de ma vie pendant plus de 10 ans. C'est quelqu'un avec qui j'ai grandi. Et cette relation, aujourd'hui, j'arrive à dire qu'elle est belle et j'arrive vraiment à prendre du recul et de la hauteur. Il n'y a plus de haine. Donc, il n'y a encore pas longtemps, je pouvais en parler très mal de cette relation, de ce garçon, parce qu'il m'a fait terriblement souffrir sur la fin. À contrario, je pense que je l'ai fait beaucoup souffrir aussi. Et il y a eu énormément de non-dits, je pense. Ça s'est terminé... en fait, je ne peux pas dire que ça s'est terminé de manière brutale. Je pense qu'il n'y a jamais eu vraiment de fin. Jusqu'à ce qu'en fait, récemment, pour clôturer mon année 2025, je lui ai envoyé un message d'au revoir. Et je pense que ça m'a vraiment complètement apaisée. Mais sans mentir, ça a été une des raisons principales qui m'a poussée à voyager aussi. C'est que rester dans la même ville qu'une personne qui refuse de te laisser partir. Et pourquoi il refusait de te laisser partir? C'est une bonne question. On pourrait, j'espère, avoir un jour l'occasion de lui poser la question. D'accord. Est-ce que vous étiez en dépendance affective? Enfin, surtout toi, parce que... Mais c'est très compliqué à dire parce que en fait, ma dépendance affective, j'arrive beaucoup à l'identifier à mes relations amicales, à mes relations familiales avec ma maman, par exemple. Mais j'ai pas l'impression d'avoir été dépendante affective durant ma relation. On était très indépendants. Pour les gens de l'ancienne génération, je prends l'exemple de mes parents, par exemple, ils avaient énormément de mal à concevoir qu'on puisse, par exemple, sortir chacun de notre côté. C'est quelque chose qu'apparemment nos parents, en tout cas les miens, ne faisaient pas. Et ils avaient vraiment beaucoup de mal quand je disais on va en soirée, mais on va
Bon, chacun de notre côté, c'était quelque chose un peu d'inconcevable pour eux. Mais dans mes relations amicales, je suis très dépendante affective. Ah ouais, ça, on n'entend pas souvent ça. En fait, ça, c'est quelque chose dont je me rends compte maintenant. C'est que toute ma vie, j'ai eu un binôme. Alors, j'en ai eu... le terme meilleur ami, c'était mon mantra. Ah ouais. J'ai eu, je pense, toute mon enfance, mon adolescence, j'avais à chaque fois besoin d'un pilier, d'un binôme, d'une personne avec qui j'avais l'impression de partager une relation qui était différente des autres. Et j'en ai eu beaucoup. Maintenant, ça serait... En fait, le fait maintenant d'être loin m'a fait réussir à en sortir, en fait. J'ai plus de binôme. Ça, je me rends compte que j'ai été très dépendante affective, amicalement parlant. Sans être possessive. J'ai jamais été quelqu'un de... peut-être dans ma dernière relation amicale. Et comment tu l'expliques ça, que tu avais besoin d'avoir une personne à qui t'accrocher finalement? J'ai pas de réponse vraiment à ta question, mais je pense que ça doit venir de ça, de ma sensation d'abandon dans l'enfance. Ça me fait toujours très bizarre d'utiliser le mot abandon. Pourquoi? Parce que j'ai pas l'impression d'avoir été réellement abandonnée, mais c'est une forme c'est ton d'abandon. Ressenti. Oui, voilà. Oui, voilà. Mais je trouve que le mot abandon est très puissant. Moi, c'est comme si, quand je le dis comme ça, j'avais manqué de parents ou quelque chose, alors que c'est pas le cas. Mais comme je le disais au début, c'est à mon échelle et c'est légitime de le dire. Mais totalement. Ça me fait toujours bizarre de dire ça. Et je pense que surtout, c'était le besoin de reconnaissance et de me sentir importante dans la vie de quelqu'un. Au point où moi... dès que j'avais une meilleure amie, je la plaçais avant tout, avant ma famille, avant avant ma relation. C'était et je pense que c'est plus cette sensation d'être reconnue comme étant la personne la plus importante dans la vie de quelqu'un d'autre. Et est-ce que tu as eu des déceptions amicales? Toujours. Toujours. Et comment tu vivais ça? Énormément souffert en amitié. Oui. J'ai eu plus le cœur brisé en amitié qu'en amour. Et comment tu le vivais ça? Comme un abandon. Ouais. Et en fait, ça a été très répétitif. Plusieurs fois, j'ai été abandonnée, entre guillemets, par mes meilleurs amis, à défaut d'une relation amoureuse. Parce que eux, fatalement, se mettaient en couple. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu toujours énormément de mal à concevoir, vu que moi, dans ma relation... Nos amis passaient toujours en priorité. On avait un bel équilibre, mais on était jeunes aussi. Je suis restée avec mon ex-copain de mes 14 à mes 24 ans. Donc, on s'est construit ensemble à 14 ans. Ouais. On était des bébés. Donc, c'est pour ça que je suis tellement impatiente de revivre une relation, parce qu'en fait, j'ai tout à réapprendre de l'amour. Ce sera ma première relation vraiment adulte. J'ai tout à réapprendre de l'amour, donc c'est pour ça que j'ai plus aucune attente. Mais dans mes amitiés, oui, j'ai eu le cœur brisé plus d'une fois. D'une fois, et souvent ce même schéma fatalement, mon ami ou mon amie se mettait en couple, et donc le couple devenait fatalement la chose principale dans leur couple, dans leur vie, et donc moi, mon binôme passait en second plan. Je comprends. Et donc tu passes justement de la personne la plus importante dans une vie au second plan. Et ça, deuxième blessure d'abandon. Fort. Et est-ce que ça t'a re-questionné sur la place que tu voulais donner à l'amitié? Et notamment, par exemple, en voyage, tout à l'heure, tu disais que c'était compliqué de se faire des amis. Bon, parce que y a plein de raisons en voyage, c'est compliqué. Est-ce que tu as essayé de ne plus donner autant d'importance? Donc là, ça va faire 1 an que je suis en Australie et je suis déjà rentrée une fois en Belgique. La première fois, j'étais de nouveau très dépendante du contact que je gardais avec la Belgique. Donc, c'est-à-dire que je donnais des nouvelles à tout le monde, je prenais des nouvelles de tous mes amis, tout le temps. C'est bien ça, non? Oui, mais parfois un peu trop. Et en fait, de manière très naturelle, quand je suis revenue pour la deuxième fois, je me rends compte que maintenant, je me sens beaucoup plus détachée et je laisse beaucoup plus mes amis venir à moi que moi demander tous les jours ou toutes les semaines comment ça va. Et maintenant, c'est beaucoup plus fluide. Et équilibré aussi. Tout à fait, tout à fait. Au début, c'était vraiment un peu trop. Et alors, quand je planifiais des appels, parce que ça, c'est très compliqué, on ne va pas se mentir, de planifier des appels avec la... Oui, c'est très, très compliqué. Dès qu'on planifiait un appel et que finalement, ma copine annulait, c'était le monde qui s'effondrait, quoi. Donc, encore
au début de mon voyage. Maintenant, c'est tout à fait OK. En fait, je pense que les raisons qui m'ont vraiment poussée à partir, outre mon envie de voyager, donc il faut savoir que l'Australie, j'y pense depuis que j'ai 18 ans. Ça va faire 10 ans que j'envisage ce voyage et 10 ans que je postpose. Et je pense que rien n'arrive par hasard et je suis partie exactement au moment où je devais partir. Mais les raisons qui m'ont vraiment poussée à partir sont le fait qu'à 28 ans, quand je faisais le point sur ma vie et que je regardais mon entourage autour de moi, j'étais plus du tout alignée entre mes meilleures amies qui devenaient mamans, qui se mariaient, qui achetaient des maisons. J'étais à milieu de cette vie-là et j'ai toujours su que je n'étais pas faite pour rentrer dans des cases comme ça, bien que durant ma relation qui a quand même duré 10 ans, à un moment donné, au début, je me voyais par contre mariée et avoir des enfants avant 30 ans. Au début, donc à tes 15 ans Oui, je pense que après, quand ma relation a commencé à devenir solide, je pense qu'au bout de 4-5 ans, on parlait mariage, enfants, maison. On avait toujours dit avant 30 ans. Et me voilà à l'aube de mes 30 ans, en Australie, célibataire. Mais c'est tout à fait OK. Et je suis vraiment en train de vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Mais j'ai pas encore vraiment expérimenté ici une amitié profonde. Donc, et justement, est-ce que ça te manque ? Oui, très fort. Ouais. Mais on est dans la balance où, comme je le disais plus tôt, je commence à être de mieux en mieux avec moi-même. Okay. Et je commence à apprécier ma propre compagnie. Je commence à vraiment me construire intérieurement toute seule. Donc, en fait, je suis en train d'accepter petit à petit ma solitude et à l'apprécier, en fait. Donc, je pense que je suis tout doucement en train de gérer inconsciemment cette dépendance affective. Pour rebondir sur ça, moi je trouve que la solitude c'est un sujet hyper intéressant qui fait peur à beaucoup de gens. Comment toi tu as réussi à l'apprivoiser ? Tu disais que tu n'avais pas été souvent toute seule depuis le début de ton voyage ? Jamais. Quand est-ce que c'est vraiment arrivé ? Et comment tu l'as vécu ? Comment tu l'as dépassé ? Les raisons principales qui m'ont poussée à voyager, donc c'était vraiment fuir mon environnement dans lequel j'ai toujours grandi, ma ville de départ en fait, où justement je voulais régler ma dépendance amicale, couper les ponts avec mon ex-copain qui était toujours dans mon rétroviseur et partir vivre loin de ma maman aussi. C'est un peu étonnant, mais ma maman et moi, on a une relation plus que fusionnelle, plus. Et donc, il fallait que je coupe aussi indéniablement avec mon emprise familiale. Et c'est-à-dire que t'en souffres de cette relation fusionnelle ? Non, pas du tout. Elle me rend ultra heureuse, mais il fallait que je me détache de ce binôme-là aussi. Et pour commencer réellement à me construire. D'accord. Maman, en fait, il faut savoir que c'est ma meilleure amie. Je lui dis tout. Même quand je me dis, je ne vais pas lui dire, je lui dis. Je lui ouvre toutes les portes de ma vie. Et donc, mais comme je lui ai toujours tout ouvert, elle a son mot à dire sur tout. Et j'avais besoin aussi de me construire moi-même loin du lien maternel. J'avais besoin de couper le cordon. Et donc, pour revenir sur le sujet de la solitude. Sujet de la solitude phobique chez moi. Et l'Australie, pour moi, ça a été facile parce que j'ai une de mes meilleures amies qui est partie 4 mois avant moi. En fait, je l'ai conduite à l'aéroport. Donc, elle a fait le choix il y a 2 ans. Elle s'est dit, OK, je pars en Australie. Moi, ça a toujours été mon rêve, mais je ne l'ai jamais fait toute seule. Et qu'est-ce qui faisait que tu sautais pas le pas ? Pardon. Alors, toute ma vie, je me suis mis des barrières. Donc, faut savoir que j'ai voulu partir après ma réto. Donc, je pense que la réto, c'est 18 ans chez nous. Donc, c'est la terminale chez vous. Terminale, ouais. Donc, prendre une année sabbatique. J'étais en couple. Et donc là, c'était soit je pars et on met un terme, soit je pars pas. J'ai privilégié ma relation. Parce que lui ne voulait pas voyager, c'est ça ? Non, c'était pas du tout dans ses projets. C'était inconcevable pour nous de vivre une relation à distance. Je comprends. Donc à ce moment-là, j'ai privilégié ma relation, puis je suis rentrée dans mon parcours étudiant. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait un bachelier, en communication. Et puis, alors, j'ai fait un master en publicité. Et puis, j'ai réenchaîné sur un deuxième master en sales management.
que je n'ai pas terminé. Okay. Mais en fait, à chaque fois, quand je suis rentrée dans le parcours scolaire, c'était pas possible. Je me suis toujours dit, après mon bachelier, enchaîne directement ton master. Tu partiras après ton master. Puis j'ai enchaîné un deuxième master. Et puis, quand j'ai terminé mon master, je me suis dit, OK, je vais travailler 1 an pour partir en Australie, mais mettre X euros de côté pour pouvoir partir. Et puis, en fait, je suis rentrée dans le monde du travail. Et à chaque fois, je posais mes échéances. À chaque fois. Mais c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Exactement. J'ai fait un grave accident de voiture il y a 2 ans. Okay. Donc, en mai 2024, sous influence de l'alcool. Tu conduisais? Je conduisais. J'étais seule dans la voiture. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. L'alcool dangereux pour la santé, bien évidemment. Oui, c'est franchement, cet accident a bouleversé ma vie. Vraiment. Vraiment. Post-accident, je me réveille et je vois des blessures physiques? Non, rien. Merci Seigneur. Il m'est rien arrivé, je n'ai blessé personne. Okay. Ma voiture, ma pauvre voiture que je m'étais... C'est juste du matériel. Exactement, que je m'étais, ma première voiture que je m'étais offerte pour mes 26 ans. Elle aura tenu 6 mois. Dramatique, mais c'est tout ce que je méritais, honnêtement. Et là, donc je descends le lendemain matin et je trouve dans le divan, donc complètement encore imbibée de la veille. Hein. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Je descends en bas, je trouve dans le salon mon papa et ma maman qui me disent maintenant tu arrêtes tout. Donc à savoir que j'ai toujours travaillé dans le milieu de la restauration depuis que j'ai 15 ans, sauf que c'est un milieu qui, sur la fin, avec un mental qui était de plus en plus faible avec les années, m'a poussée dans mes pires vices, à savoir c'était soirée tous les soirs. Donc je travaillais tous les soirs. Tous les soirs, j'avais énormément de copains et de copines qui étaient dans le même secteur que moi. Et donc, tous les soirs, du lundi au lundi, j'avais quelqu'un à rejoindre après mon service. Et j'ai vraiment eu une période de ma vie où je sortais tous les soirs, je buvais tous les soirs. Pour essayer d'oublier ton quotidien? C'est clairement, ça a été clairement un mauvais exutoire. Oui, je noyais un peu ma peine dans l'alcool. Et jusqu'au jour où cet accident est arrivé. Et donc là, le lendemain matin, réunion avec mes parents, ils m'ont dit maintenant t'arrêtes tout. Okay. Tu quittes le secteur de la restauration et tu te mets maintenant dans un vrai boulot. Ça, c'est ce que j'ai entendu toute ma vie, c'est que mes parents n'ont jamais considéré mon boulot dans la restauration comme un vrai travail. Pour mes parents, ne pas faire un 8-18, c'était pas un vrai travail. J'ai jamais eu de reconnaissance à ce niveau-là, alors que je travaille depuis que j'ai 15 ans. Ce qui s'est passé après cet accident, c'est que du coup, j'ai complètement changé de voie et je suis rentrée dans le secteur bancaire. Une amie m'a donné le filon d'un entretien d'embauche dans la banque. Jamais de ma vie, je me serais imaginée travailler en banque. J'avais aucune compétences financières, rien du tout. C'est juste qu'il me fallait un boulot. Ouais. Ma pote m'a dit, mon ami m'a dit, écoute, voilà, ils engagent sans formation, passe l'entretien. Okay. J'ai passé 2 entretiens, j'ai été embauchée, je comprends toujours même pas pourquoi. C'était un métier en banque, mais c'était plus un métier de commercial que vraiment bancaire. Et donc, je suis rentrée en banque en septembre 24 et dès le jour 1, j'ai su que c'était pas pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai détesté ce boulot. C'était quoi exactement? Alors, j'avais une fonction d'accueil. Donc, mon métier s'articulait vraiment en 2 pôles. C'est-à-dire que j'avais une demi-journée par jour, je faisais l'accueil. Donc, ce que j'appelle toujours, désolée pour ceux qui m'écoutent et qui travaillent en banque, mais le bureau des plaintes. Et l'autre partie de mon boulot, c'était rendez-vous. Donc, j'ouvrais les comptes en banque. C'était vraiment les basiques de la banque, donc ouvrir des comptes en banque, etc. Mais alors là, pareil, on était dans le push de devoir vendre. Pour en revenir à mon départ en Australie, une de mes meilleures amies donc, partait en janvier. Donc, elle m'annonce qu'elle va partir en Australie et je lui dis est-ce que je peux te rejoindre? Et elle m'a dit Clem, c'est ton rêve depuis 10 ans. C'est le moment ou jamais. Elle m'a dit, je pars d'abord en Afrique du Sud faire un mois de volontariat. Okay. Ça, c'est mon voyage. Mais à partir de février, je serai en Australie. Tu me rejoins quand tu veux. Ok, trop bien. Le 11 janvier, je la conduis à l'aéroport. Le 11 janvier 25. Le 11 janvier 25, je sais que je pars en Australie.
Le plus dur, c'était de donner ma démission à la banque. Ce qui me faisait peur, c'était d'affronter mon patron. Il s'y attendait pas du tout, parce qu'en fait, il s'avère que mes premiers mois, donc de septembre à décembre, c'était horrible. Je rentrais tous les jours du boulot en pleurant. Ça, s'il vous plaît, si j'ai un conseil à vous donner, si vous n'êtes pas heureux dans votre travail, je vous en supplie, ayez le cran de partir. On passe tellement de temps au travail. Tellement de temps au boulot. S'il vous plaît, ne vous infligez pas d'être dans un boulot qui ne vous convient pas. Votre santé mentale avant tout. Exactement. Je ne peux pas concevoir que tous les jours, je rentrais chez moi en pleurant. Parce que de un, je me sentais pas compétente. Je me sentais bloquée, coincée dans ce job. Et donner ma démission me faisait déjà peur. Je savais pas comment j'allais en sortir à ce niveau-là. J'ai d'abord été voir mon manager d'agence en lui disant, je vais partir. Et alors après, on a eu une réunion avec mon patron. Et en fait, quand je me suis retrouvée devant eux, je me suis vraiment sentie soulagée. Et à contrario de ce que tout le monde pouvait me dire, tout ce qu'il m'a dit, et honnêtement, il n'a pas été tendre. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire à 27 ans, en Australie, à l'étranger? C'est quoi ces jugements? Clémence, il y a un temps pour tout. Mais ici, pourquoi il dit ça? Ici, tu pouvais construire une belle carrière, tu allais bien évoluer. Un carriériste. Il a essayé de te dissuader. Oui, mais moi, c'était déjà clair dans ma tête. Pour en revenir sur le sujet de la solitude, ça a été facile pour moi parce que mon amie était déjà là. Donc, j'avais un pied à terre. Heureusement qu'elle était là. Enfin, finalement, j'ai l'impression que c'était un accélérateur pour prendre la décision. Exactement. Et je la remercierai toute ma vie parce que c'est clairement ce qui a influencé ma décision. À quel moment tu t'es retrouvée un peu seule? Alors, on est restés 3 mois ensemble et puis on s'est séparés pour faire nos jours parce qu'on a eu des opportunités différentes. Et donc là, c'est vraiment la première fois. Donc, quand je suis partie faire mes jours Les 88 jours, je précise, pour renouveler le visa. Donc, c'était en juin. Ouais. Et là, en fait, je suis partie dans un motel dans l'outback australien, perdue au milieu de nulle part. Il faut savoir que autour de moi, il y avait un supermarché et une pompe à essence. Et l'hôtel dans lequel je travaillais. La première ville était à 3 heures de route. Vraiment l'outback australien comme on peut se l'imaginer. J'ai vécu au milieu des aborigènes pendant toute cette période-là. J'y suis restée pendant un peu plus de 2 mois. Et en fait, c'est du coup la première fois où je partais vraiment seule. Sur place, j'ai rencontré, il y avait fatalement d'autres backpackers. En fait, la première expérience de solitude, je suis en train de la vivre là. Pour le moment. Donc, il faut savoir que pour le moment, je travaille dans un caravan park à 1h30 de Cairns. Et là, je suis vraiment la seule backpackeuse. Donc, je vis indéniablement avec les résidents du caravan park et la personne qui s'occupe du camping. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, je vis dans une maison avec lui. Donc, il y a du monde. J'ai des interactions tous les jours. Oui. Mais pour la première fois, je suis vraiment indéniablement toute seule. La majorité des personnes avec qui je vis ont l'âge de mes parents. D'accord. Et sont des Australiens pure souche. Mais en vrai, c'est bien pour t'immerger dans la culture. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Le culte des Français en Australie, c'est pas des mythes. Hein. Donc, la toute première partie de mon voyage, je n'ai fait que parler français. Et on va pas se mentir, on revient sur ce qu'on disait. C'est déjà tellement compliqué de créer des grandes connexions ici à l'étranger. Fatalement, on a beaucoup tendance à se connecter avec des gens qui parlent la même langue. Totalement. Et je le dis toujours, hein, j'ai été bien plus heureuse en nettoyant des toilettes que ce que je l'étais les 5 dernières années en Belgique. Et c'est quoi qui te rend heureuse? C'est le quotidien, les gens? Je pense que là, honnêtement, le plus gros tournant de ma vie, c'est la construction de moi-même. D'avoir eu déjà le cran de quitter tout ce que j'ai toujours connu et de quitter mon confort luxueux dans lequel j'ai toujours vécu. Mais je pense que pour le moment, le plus bel apprentissage que je fais, c'est vraiment de devenir mon propre pilier. Et je commence à apprendre à me connaître seulement moi-même et à découvrir la nouvelle version de moi, loin de tout ce que j'ai toujours connu. Et en fait, c'est très gai parce que pour la première fois de ma vie, je peux le dire... Waouh, qu'est-ce que j'apprécie ma propre personne. Alors, c'est pas toujours évident. Ouais. Et je vis toujours avec
des grosses difficultés au quotidien. Comme quoi, par exemple? Le plus gros combat de ma vie, ça va faire plus de 14 ans maintenant. Je me bats au quotidien contre les TCA. Donc, à savoir, les TCA, ce sont les troubles du comportement alimentaire. Ouais. Et donc, c'est une maladie psychologique qui, on ne va pas se mentir, après 14 ans, est vraiment, vraiment ancrée très, très fort en moi. En fait, jusqu'à maintenant, j'ai toujours cru que cette maladie me définissait et je me suis toujours identifiée comme quelqu'un de malade et je me suis toujours dit, quand on aura terminé avec les TCA, tout ira bien. Je pense que ça a toujours été un peu quelque chose derrière quoi je me suis cachée. Et je me suis toujours un peu victimisée en me disant mais c'est très dur de vivre avec des TCA, hein. On va en parler, c'est atroce, je le souhaite à personne, c'est une horreur. Je me suis toujours identifiée et cachée derrière ça, alors que maintenant que je commence à faire la paix avec moi-même, c'est aussi la paix avec ton corps. Exactement, et ça commence, en fait, je commence à avoir des changements et des améliorations. Il fallait que je travaille la source, donc à savoir mon moi intérieur. Je suis en train de comprendre que plus je vais aller bien avec moi-même, plus ces troubles-là vont, je me le souhaite, je l'espère, disparaître. Mais que, en fait, la source, c'était mon mal-être. Et que tant que j'étais mal avec moi-même, ces troubles-là, ils restent. Pour bien expliquer aux gens ce que c'est, à quoi ça ressemble un quotidien avec des TCA? Les troubles du comportement alimentaire, on en catégorise souvent 3 importants. Et c'est les 3 qui m'ont, moi, personnellement touchée. Donc, c'est ceux que je vais parler. Je m'excuse déjà s'il y a des choses qui vont être peut-être un peu trash. On ne va pas se mentir. Trigger warning sur les TCA, si vous êtes sensible à ce sujet. Voilà. J'en parle très ouvertement maintenant, mais avec les gens de mon entourage. Il faut savoir que maintenant, tout mon entourage est au courant que je vis avec ça et j'en parle de manière très ouverte, mais avec mon entourage. C'est la première fois de ma vie que je vais m'exprimer à ce sujet-là. Merci beaucoup. Pour les auditeurs du podcast. Pour revenir sur les 3 grandes catégories de TCA, donc il y a l'anorexie. Donc l'anorexie, généralement, se catégorise par un arrêt de s'alimenter ou une sous-alimentation importante où on est en fait obsédé par la perte de poids. Les TCA sont toujours liés à ce qu'on appelle la dysmorphophobie, donc c'est-à-dire en fait le fait qu'on ne voit pas réellement son corps tel qu'il est. Je pense que toutes les personnes souffrant de TCA ne se voient pas réellement dans un miroir tel qu'on est. Donc voilà, l'anorexie, c'est vraiment la privation de nourriture. Après, on a la boulimie. Donc la boulimie, c'est au contraire ingérer une quantité astronomique de nourriture dans un temps généralement très court et avec lequel on a, à la suite de ce qu'on appelle une crise de boulimie, un moyen compensatoire. Donc, généralement, c'est principalement des vomissements, un excès de sport, une prise de laxatif. Ça, c'est les moyens compensatoires que moi, j'ai mis en place. Et alors, on a aussi la 3e catégorie, c'est ce qu'on appelle l'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est la même chose que la boulimie, donc c'est-à-dire des crises de boulimie importantes, donc où on ingère une quantité phénoménale de nourriture, mais après laquelle on n'a pas de recours à un moyen compensatoire. J'ai souffert des 3, ce qui, moi, m'est arrivé. Et c'est là où je disais que j'ai un peu un problème en termes de temporalité, parce que ça remonte tellement loin que je ne me souviens pas très bien. Mais en tout cas, indéniablement, à l'âge de 14 ans, ça a commencé par de l'anorexie. Comme je le disais, j'ai toujours été très bien entourée quand j'étais adolescente. Et j'avais un groupe de copines face auquel je me comparais beaucoup. Donc, il faut savoir que, en tout cas, c'est comme ça que je le ressentais à l'époque. Toutes mes copines étaient filiformes, vraiment très, très minces. Et moi, j'étais la petite, en tout cas, je me considérais comme étant la petite boulette du groupe. Il
faut savoir qu'à 14 ans, toutes mes copines ont commencé à avoir des petits copains. J'ai eu mon petit copain plus tard, mais d'ailleurs, c'est très fun fact, cette histoire, parce que je me vois encore le soir, quand je rentrais chez moi, faire des prières dans mon lit le soir, à cet âge-là, pour avoir un petit copain. Et là où... Je pense que t'étais pas la seule. C'est fou. Ouais, tous les soirs, c'est je fou. m'endormais en priant, s'il te plaît, s'il vous plaît, s'il vous Oh plaît, là là. envoyez-moi un copain. Mais je voulais pas juste un copain. Mm. Je voulais la relation Ouais. qui allait faire envier tout le monde. Je l'ai eu. Et d'ailleurs, j'ai eu finalement mon copain et j'ai eu la relation qui a duré le plus longtemps. Comme quoi, manifester. Il faut vraiment manifester tout ce que vous voulez dans votre vie. Je vous assure que tout arrive à point quand on le demande. Je suis en train de l'expérimenter. Et c'est encore pire avec la société actuelle, quand on se compare avec les réseaux sociaux, le culte de la minceur, c'est terrible. Je me sentais complètement en décalage au niveau corporel et physique par rapport à mes copines. Donc j'idéalisais leur corps, j'idéalisais leurs relations. Et c'est vrai que moi, aux yeux des garçons, à cette époque-là, j'étais toujours la bonne copine, quoi. J'étais la bonne copine, mais j'étais jamais celle qu'on voulait. Puis j'ai eu la chance de tomber sur mon amoureux à l'époque. Donc, j'en viens au deuxième gros événement de mon année 2012. C'est d'avoir rencontré mon ex-copain. Et donc, je pense que là aussi, ça a activé aussi le fait de vouloir être beaucoup plus mince. Pour lui, entre guillemets. Enfin, pour me plaire. Pour me plaire et pour lui plaire. Et le troisième gros événement de l'année 2012, c'est la naissance de mes petits frères. Du coup, à l'époque, je vivais en garde alternée chez mon papa. Oui. Et donc, j'étais l'enfant roi. Je vivais seule chez mon papa. Et puis, t'as l'arrivée pas d'un bébé, mais de deux bébés. Alors, l'arrivée d'un bébé, c'est déjà bouleversant. Mais alors, l'arrivée de deux, c'est tout mon mode de vie qui a été bouleversé. Et tu passes... même plus au second plan, tu passes au 6e plan. En fait, je me rends compte que j'ai quand même toujours été quelqu'un qui a toujours bien aimé être c'est normal aussi en tant qu'enfant. Et donc ça a été vraiment un très gros bouleversement, oui. Donc, je pense que ces 3 événements-là, mis bout à bout, il a fallu d'une phrase. Je m'en rappellerai toute ma vie. Une fille à l'époque qui m'a dit... Et tu sais, c'est simple, hein, il suffit de se mettre des doigts pour se faire vomir. C'est très violent. En fait, c'est hyper grave de dire ça en plus. Il a suffi d'une fille qui m'a dit un jour, fais-toi vomir, c'est la solution. Et c'est l'engrenage, en fait. C'est l'engrenage. Ouais. C'est l'engrenage. Et en fait, donc moi, mon anorexie, c'est, comme je le disais, j'ai commencé à complètement arrêter de m'alimenter. À l'époque, on avait toujours une vie familiale qui était... on se retrouvait toujours à table pour dîner, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très difficile à cacher. Je le dis toujours, ce qui est dramatique avec les TCA, c'est que la nourriture est ton ennemi, alors que la nourriture est au centre de nos vies. Tout. Déjà, tu te bats contre la chose qui est censée te faire vivre. On va pas se mentir, la nourriture, c'est quand même notre principale source d'énergie. Et de plaisir aussi. Et de plaisir. La notion de plaisir, c'est très compliqué, du coup, en vivant avec un TCA. Mais tu sors dans la rue, tu n'as que des restaurants, que des cafés, que des publicités alimentaires. C'est vraiment un combat au quotidien qui est très, très dur. Parce qu'en fait, on est face à la nourriture presque à 90% du temps. J'ai toujours eu la chance d'être ultra bien entourée. J'ai toujours eu des amis et une famille qui a toujours tenté de m'aider au mieux. Mais les TCA, c'est une honte au quotidien. C'est quelque chose qu'on cache. C'est quelque chose qu'on ne dit pas. C'est quelque chose qui nous fait culpabiliser au quotidien. S'il vous plaît, si vous m'écoutez et que vous souffrez de TCA, s'il vous plaît, parlez-en. Parlez-en, parce qu'on ne se rend pas compte, mais le nombre de gens qui sont soit dans le déni, qui ne savent, qui se rendent même pas compte qu'elles souffrent de ça, qu'ils ou elles souffrent de ça, et qui n'ont personne qui en parlait, c'est dramatique. J'ai toujours cru que je m'en sortirais seule,
bon, on est 14 ans plus tard, j'en suis toujours pas sortie, donc voilà. Et t'as jamais consulté? J'ai toujours consulté. J'ai été voir un nombre incalculable de thérapeutes. J'ai tout fait. Je te jure, en 14 ans, j'ai tout fait, que ce soit psychologue, psychiatre, acupuncture, coach de vie, énergétiseur. J'ai consulté toute ma vie, mais je pense que j'ai jamais trouvé un thérapeute qui m'a vraiment permis d'en sortir. Mais par contre, maintenant que je vois plus ou moins la lumière au bout du tunnel, je peux me dire que tout ce que j'ai fait, indéniablement, certainement m'a aidé. C'est juste que il y a rien qui, je suis jamais sortie d'une thérapie en me disant ok, je suis guérie. Donc, pour revenir un peu à ta question principale, je saurais plus vraiment dire combien d'années a duré mon anorexie. À l'époque, j'avais 14 ans. Je pense que mes parents s'en sont rendus compte. Je pense que c'est ma belle-mère qui s'en est rendue compte. La femme de mon papa. Je pense que c'est elle qui a été la première alertée. Et c'était quoi les signes d'alerte? Je pense amaigrissement. Je ne mangeais plus rien. Je pense qu'à un repas familial où on avait un repas classique où on avait un féculent, une viande et des légumes dans mon assiette, je mangeais plus que les brocolis, quoi. Tu dis toujours que t'as pas faim, tu prétends que t'as pas faim ou que t'as déjà mangé, et t'en viens à compter tes calories. Je pense qu'à un moment donné, j'utilisais même une balance pour peser mes aliments. Enfin, il y a plein de gens qui le font encore, hein. Ouais. Mais je me nourrissais principalement. Je pense que je mangeais 3 pommes par jour. Et t'avais pas cette sensation de faim? Tu perds complètement ta sensation de satiété. Et en fait, je pense que c'est tellement mental et t'es tellement dans le contrôle et tu te sens tellement puissant quand tu contrôles. Puissant? Oui. Le culte de la minceur est tellement important que tu penses plus qu'à ça et qu'en fait, t'es fier. Moins tu manges, plus t'es fier. C'est horrible à dire. C'est ça qui est terrible. C'est atroce, c'est horrible à dire. Ouais. Quand mes parents s'en sont rendus compte, ils m'ont directement emmené voir des thérapeutes. Et en fait, il faut savoir, je pense qu'en France, le sujet des TCA est de plus en plus démocratisé et je pense que vous avez plus de spécialistes que nous. Moi, en Belgique, dans tout mon accompagnement, jusqu'il y a pas très longtemps, j'ai jamais trouvé de thérapeute spécialisé sur les TCA. Et en termes d'hôpitaux et de soins, il faut savoir que, alors je sais pas comment c'est à l'heure actuelle, hein, mais en tout cas, quand moi, j'ai pensé en termes d'hôpital, il y a 2 hôpitaux à l'époque en Belgique, et seulement 2 hôpitaux qui avaient des cellules TCA. C'est rien du tout. Il y en avait un qui, c'est le premier dans lequel j'ai été traitée, qui ne s'occupait que des jeunes en dessous de 16 ans. Pour trouver un hôpital qui prend en charge les TCA pour les adultes, j'en connais qu'un à l'heure actuelle en Belgique, dans le pays. Et donc, en fait, à l'époque de mon anorexie, qui a été très vite prise en charge, j'étais suivie en parallèle par un médecin, donc c'est-à-dire qui prenait en fait en charge tout ce qui était les facteurs vitaux. En parallèle, j'étais accompagnée par une psychologue qui, du coup, elle était spécialisée dans les TCA, vu que c'est la cellule TCA de l'hôpital qui m'avait fourni un médecin qui travaillait en parallèle avec cette psychologue-là. Il faut savoir qu'à l'époque, j'ai très vite développé des stratégies assez intelligentes pour le cacher. Donc, il faut savoir que toutes les semaines, j'allais chez le médecin et qu'elle prenait mes facteurs vitaux et que ce qui me pendait sous le nez, c'était si je descendais en dessous d'un certain poids, on m'hospitalisait. Et c'est quoi les facteurs vitaux? Le poids? C'était principalement le poids. Ok. Mais en fait, c'est ça. Maintenant que je grandis et que je me rends compte, en fait, les TCA, c'est plus que ça, la prise en charge d'un TCA est souvent liée au poids. Moi, je pouvais pas être hospitalisée sous prétexte que j'avais pas mes facteurs vitaux n'étaient pas assez alarmants. En fait, tant que je descendais pas en dessous, j'imagine, de 40 kilos, pour eux, t'étais normal, alors que tu souffrais psychologiquement. C'est ça. Et donc, très souvent, et j'espère qu'un jour, ça changera, mais très souvent, les gens qui sont pris en charge
pour les TCA, c'est parce que les facteurs vitaux sont engagés, qu'elles sont en sous-poids. Et donc, c'est souvent des anorexiques, alors que nous, les boulimiques hyperphagiques, c'est comme si on n'était pas légitime d'être prise en charge médicalement. Le poids est déjà notre pire phobie. Et en plus de ça, on te conditionne à... en fait, si tu descends pas en dessous d'un certain poids... tout va bien, quoi, entre guillemets, alors que pas du tout. Et donc, en fait, moi, j'ai commencé à mettre des stratégies en place, à savoir, comme à l'époque, je voulais pas, c'était ma terreur de me faire hospitaliser. En fait, dès que j'allais chez le médecin, par exemple, je buvais. Donc, les jours où j'allais chez le médecin, 2 jours avant, je mangeais plus. Ou j'avais mis en fait en place des stratégies pour que mon poids, ne jamais être en sous-poids et du coup ne jamais être hospitalisée en raison de mon poids. En fait, je mentais au médecin, je mentais à ma psychologue en disant que tout allait bien. Tu te rends compte que oui, quand tu commences à mentir au médecin, en fait, la prise en charge ne sert plus à rien. Donc un jour, de nouveau, j'ai dû regarder ma psychologue qui me terrorisait à l'époque. C'était une femme très stricte, très droite. Alors ça aussi, c'est important de le dire, je pense. Si vous vous sentez pas à l'aise avec votre psychologue, c'est important de changer. Exactement. On n'est pas censé être mal à l'aise, on n'est pas censé... Exactement. Et en fait, c'est ça que j'ai à un moment donné, j'ai compris que j'allais chez une psychologue 2 fois par semaine, ce qui est énorme, à 15 ans. J'y allais avec les pieds de plomb. J'avais vraiment pas envie d'y aller. Et en fait, comme je disais, au final, pour me débarrasser le plus vite possible, je disais que tout allait bien. Et donc, à un moment donné, je me suis rendu compte que l'effet thérapeutique, il n'était vraiment pas là. Je m'ennuyais à aller 2 fois par semaine chez une psychologue que j'appréciais pas, avec qui le lien était relativement difficile. Et en plus, je disais que non, tout va bien, je remange, je mentais. Donc, ça n'avait plus, en fait, plus aucun intérêt. Je vais en terminer avec mon épisode anorexique parce que je pense que ça a duré, je pense, peut-être les 2 premières années. Et puis, en fait, souvent, on balance dans la boulimie. C'est presque inévitable. Le corps se met tellement en mode survie. Et de nouveau, tout est inconscient. Moi, le cerveau me fascine. Le cerveau me fascine parce que moi qui suis informée et consciente, ce qui n'est pas la chance de tout le monde, je suis toujours 14 ans plus tard dedans. Est-ce que c'est considéré comme une addiction ? Alors, oui, parce que une addiction, c'est plus fort que ta volonté. C'est tout à fait une maladie, une addiction. en fait, de toute façon. La nourriture pour les boulimiques et les hyperphagiques, c'est une addiction. À ce moment-là de l'épisode, je demande à Clémence si les TCA sont considérés comme une addiction. Après vérification, il me semble important de préciser que les TCA ne sont aujourd'hui pas classés comme étant une addiction, mais bien des troubles alimentaires. Cependant, certains TCA partagent effectivement plusieurs caractéristiques avec les addictions comportementales, notamment la perte de contrôle, la poursuite de conduites répétitives malgré leurs conséquences négatives ou un possible déni. Il existe d'ailleurs souvent un double diagnostic chez certains patients suivis pour des conduites addictives, alcool, tabac, cannabis. Un trouble du comportement alimentaire peut coexister, parfois en arrière-plan. Les TCA concernent près d'1 million de personnes en France, majoritairement des femmes à 90%, avec un début souvent à l'adolescence. Ces troubles sont graves et sont associés à une forte mortalité par dénutrition, arrêt cardiaque ou suicide. L'obsession de l'alimentation et du poids envahit la vie quotidienne et entraîne une grande souffrance. Le pire, c'est que je pense que tu prends aucun plaisir, donc c'est juste une souffrance, quoi. On prend plus de plaisir.